coxo-fémorale. L'articulation coxo-fémorale ou articulation de la hanche est une articulation sphéroïde alliant la stabilité et la mobilité. Elle unit le membre pelvien à la ceinture pelvienne. La hanche est fréquemment le siège d'affections dégénératives à type de coxarthrose ou de maladies infectieuses à type d'arthrite de la hanche. Surface articulaire. Les surfaces articulaires sont formées par l'acétabulum, le bourrelet acétabulaire et la tête du fémur. Acétabulum. L'acétabulum est une cavité hémisphérique à grand axe vertical de 180 degrés de valeur angulaire. Il est creusé sur la face latérale de l'os coxal au-dessus du foramen obturé. Il est circonscrit par un rebord saillant, le limbe acétabulaire. Ce rebord est interrompu à sa partie inférieure par une profonde incisure, l'incisure acétabulaire. L'acétabulum regarde en bas, en dehors et en avant. Il présente deux parties distinctes, l'une périphérique, la surface semi-lunaire, l'autre centrale, la fosse acétabulaire. La surface semi-lunaire est une zone articulaire en forme de croissant à concavité inférieure. Elle présente deux cordes, l'une antérieure ou pubienne, l'autre postérieure ou ischiatique plus saillante. La fosse acétabulaire est une zone rigueuse, non articulaire et comblée par un corps adipeux. Elle se continue en bas avec l'incisure acétabulaire. Elle donne insertion à des fibres du ligament de la tête fémorale et correspond à la zone de moindre résistance de l'os coxal. Le ligament transverse de l'acétabulum est une lame fibreuse étendue de la corde antérieure à la corde postérieure de l'acétabulum. Bourrelet acétabulaire. Le bourrelet acétabulaire est un anneau fibro-cartilagineux enroulé sur le pourtour de l'acétabulum. Il augmente l'étendue et la profondeur de l'acétabulum et améliore la congruence des surfaces articulaires. De forme prismatique triangulaire, il présente trois faces, une base adhérente au limbe acétabulaire, une face axiale concave, lisse et articulaire en continuité avec la surface semi-lunaire, une face périphérique convexe qui donne insertion à la capsule articulaire. Au niveau de l'incisure acétabulaire, le bourrelet passe en pente d'une lèvre à l'autre et adhère au ligament transverse de l'acétabulum. Le bourrelet et le ligament transverse transforment l'incisure acétabulaire en un orifice ostéofibreux qui conduit dans la fosse acétabulaire. L'acétabulum et le bourrelet forment ainsi un peu plus d'une demi-sphère qui pourrait retenir mécaniquement la tête du fémur. Deuxième surface articulaire, la tête du fémur. La tête du fémur est une saillie arrondie, lisse et articulaire située à l'extrémité médiane du col du fémur. Elle représente environ les 2/3 d'une sphère de 50 mm de diamètre, soit une valeur angulaire de 240 degrés environ. Mais le diamètre vertical est un peu plus grand que le diamètre horizontal. La tête du fémur regarde en dedans, en haut et un peu en avant. Elle est circonscrite par deux lignes courbes concaves en dehors, l'une supérieure, l'autre inférieure, qui se rejoignent sur les faces antérieures et postérieures, suivant un angle aigu, ouvert en dedans, formant deux petites avancées cartilagineuses sur le col du fémur. La tête est creusée un peu au-dessous et en arrière de sa partie centrale d'une petite dépression ovalaire dépourvue à l'état frais de cartilage articulaire, la fovea capitis, dans laquelle s'insère le ligament de la tête fémorale. L'axe de la tête du fémur fait avec celui de la diaphyse un angle d'inclinaison de 130 degrés environ. Elle fait avec l'extrémité distale un angle de déclinaison de 30 degrés environ.
Les moyens d'union sont représentés par une capsule articulaire et des ligaments périphériques. Premièrement, la capsule articulaire. La capsule articulaire est formée d'une lame fibreuse, la membrane fibreuse, et d'une lame séreuse, la membrane synoviale. La membrane fibreuse est un manchon fibreux, épais et résistant, en forme de tronc de cône à base iliaque. Elle maintient solidement la tête du fémur dans l'acétabulum. L'insertion coxale de la membrane fibreuse se fait sur le limbe acétabulaire et sur la partie adjacente du bourrelet acétabulaire. En bas, elle s'attache sur la face externe du ligament transverse de l'acétabulum. L'insertion fémorale de la membrane fibreuse se fait sur le pourtour du col du fémur, à distance du revêtement cartilagineux. Elle se fixe en avant sur la ligne intertrochantélique, au haut sur le bord supérieur du col du fémur, en bas sur le bord inférieur du col du fémur, restant à 1 cm du petit trochanter. En arrière, elle s'insère sur le tiers latéral de la face postérieure du col du fémur. En arrière, donc sur la vue postérieure, l'insertion se fait sur l'os coxal, sur le limbe acétabulaire et sur la partie attenante du bourrelet acétabulaire. Du côté du fémur, se fait sur le tiers latéral du col du fémur. Constitution de la membrane fibreuse. La membrane fibreuse est constituée de fibres longitudinales et de fibres circulaires. Les fibres longitudinales s'étendent de l'os coxal au fémur. Certaines fibres profondes situées à la face inférieure du col se réfléchissent et remontent jusqu'au pourtour de la tête du fémur, formant des freins capsulaires. Freins capsulaires. Les fibres circulaires forment autour du col un collier plus étroit que la tête du fémur. La zone orbiculaire, visible surtout sur la face postérieure du col du fémur. La membrane synoviale relève la face profonde de la membrane fibreuse. Les ligaments périphériques sont représentés par le ligament iliofémoral et le ligament pubofémoral en avant et en arrière par le ligament ischio-fémoral et au centre de l'articulation par le ligament de la tête fémorale. Premièrement, le ligament iliofémoral. Le ligament iliofémoral est le plus épais et le plus résistant des trois ligaments de l'articulation coxofémorale. Il s'attache en haut sur le versant inférieur de l'épine iliaque antéro-inférieure. De là, il s'élargit en éventail, recouvre la face antérieure de la capsule articulaire et se termine sur toute l'étendue de la ligne intertrochantélique. Ce ligament est mince à sa partie moyenne, épais le long de ses bords, où il se différencie en deux faisceaux, l'un supérieur, l'autre inférieur. Le faisceau supérieur est oblique en bas et en dehors, presque horizontal. Ce ligament est mince à la partie moyenne, épais le long de ses bords. Il se différencie en deux faisceaux distincts, l'un supérieur, l'autre inférieur. Le faisceau supérieur est court, oblique en bas et en dehors, presque horizontal, et se termine sur la partie supérieure de la ligne intertrochantélique. Son épaisseur peut atteindre 8 à 10 mm. Faisceau supérieur. Ligament iliofémoral. Le faisceau inférieur est mince, presque vertical. Il se termine sur la partie inférieure de la ligne intertrochantélique et par quelques faisceaux sur la partie antérieure de la dépression prétrochantélique. Le ligament pubofémoral s'insère en haut
ligament pubofémoral s'insère sur la partie antérieure de l'éminence ilio-pubienne et sur la crête obturatrice. Les fibres se portent en bas, en dehors et en arrière et se terminent sur la dépression pré-trochantéique. Le ligament ischio-fémoral est situé à la face postérieure de l'articulation. C'est le plus mince et le moins important des ligaments de l'articulation coxo-fémorale. Il s'insère sur la portion ischiatique du limbe acétabulaire. De là, il se porte en dehors, croise la face postérieure du col du fémur et se termine sur la face médiane du grand trochanter en avant de la fosse trochantéique. Les fibres inférieures se perdent en bas sur la zone orbiculaire. Le ligament ilio-fémoral apparaît aussi sur la face postérieure de l'articulation. Il s'étend de l'os coxal à la ligne intertrochantéique. Le ligament de la tête fémorale s'insère en haut dans la fovea capitis. De là, il s'enroule sur la partie inférieure de la tête du fémur et se divise en trois faisceaux, antérieur, moyen et postérieur. Le faisceau antérieur se termine sur la corne antérieure de l'acétabulum. Le faisceau moyen est large et se termine sur le ligament transverse. Le faisceau postérieur glisse dans l'incisure acétabulaire et se fixe sur la face latérale de l'ischium au-dessous de la corne postérieure de l'acétabulum. Le ligament de la tête fémorale est épais et très résistant. Il mesure en moyenne 3 cm de longueur, mais les dimensions et la forme de ce ligament sont très variables. Il contient dans son épaisseur 1 à 2 artérioles et quelques vénules destinées à la tête du fémur. Donc sur une coupe frontale de l'articulation coxo-fémorale, on trouve ici la surface fémurinaire, dont le cartilage articulaire se poursuit ici sur le bourrelet acétabulaire, la tête du fémur, avec la fovea capitis. Et dans la fovea capitis s'insère le ligament de la tête fémorale qui s'enroule sur la partie inférieure de la tête du fémur et il se termine par trois faisceaux. Un faisceau se termine ici sur le ligament transverse et un faisceau se termine sur la face latérale de l'ischium. Le faisceau antérieur est en avant de la coupe. La capsule articulaire est formée par la membrane fibreuse, donc qui présente des fibres longitudinales qui s'étendent de l'os coxal au fémur, et des fibres circulaires qui présentent surtout un épaississement et qui est visible au tiers latéral du col du fémur et principalement sur la face postérieure du col du fémur. Dans un dédoublement ici de la membrane fibreuse se trouve le tendon réfléchi du muscle droit de la cuisse. Tendon réfléchi du muscle droit de la cuisse. Et là,
membrane fibreuse avec l'épaississement qui forme la zone orbiculaire. Et en bas, les fibres se réfléchissent pour former des freins capsulaires. La membrane fibreuse est tapissée en profondeur par la membrane synoviale. La membrane synoviale s'étend des berges des surfaces articulaires de l'os coxal aux berges des surfaces articulaires du fémur. Au niveau du ligament transverse, elle s'insère sur le ligament transverse, tapisse la face profonde de la membrane fibreuse et se termine aux abords du cartilage articulaire. Elle est soulevée par les freins capsulaires et pour former des plis synoviaux. Ligament transverse de l'acétabulum. La membrane synoviale du ligament de la tête fémorale s'insère sur la fovea capitis et se termine ici sur le ligament transverse. Et là, elle s'insère sur le pourtour du foramen et suit le ligament, recouvre le ligament et revient pour s'insérer à la limite de la surface semi-lunaire. Elle repose en dedans sur un corps adipeux qu'on appelle le corps adipeux de l'acétabulum. Membrane synoviale et ici c'est la membrane fibreuse avec la membrane synoviale. Mécanique articulaire de l'articulation coxofémorale. Premièrement, la position statique articulaire. La stabilité de l'articulation coxofémorale dépend de la profondeur de l'acétabulum, dépend du bourrelet acétabulaire, dépend de la zone orbiculaire, dépend du centrage de la tête du fémur, de la pression négative intra-articulaire et de la tension des ligaments passifs et actifs. Profondeur de l'acétabulum. La profondeur de l'acétabulum dépend du développement du limbe acétabulaire. Elle est appréciée par l'étude de l'angle acétabulaire. Cet angle est défini à la radiographie par la ligne horizontale passant par le bord inférieur de la surface lunaire et la tangente au limbe acétabulaire. Cet angle mesure 25 degrés chez le nouveau-né, cela veut dire qu'il est assez large, et 10 degrés chez l'adulte, c'est-à-dire chez l'adulte, la surface devient plus concave. Et cet angle ne mesure que 10 degrés chez l'adulte. Donc chez l'enfant, la concavité est moins prononcée et l'angle est plus grand, il est de 30 degrés. Cet angle permet le diagnostic des luxations congénitales de l'ange. Le meilleur centrage de la tête fémorale permet une large couverture de la tête par l'acétabulum. Il est apprécié par l'angle de couverture de la tête du fémur. L'angle de couverture de la tête du fémur est défini par la verticale passant par le centre de la tête du fémur et par une ligne unissant le centre au limbe acétabulaire. Cet angle mesure 30 degrés environ. La pression négative intra-articulaire est mise en évidence par l'expérience suivante. Si on sectionne la capsule articulaire, les ligaments et les muscles périarticulaires de l'articulation coxofémorale sur un sujet dont les membres sont pendants, la tête du fémur reste dans la cavité acétabulaire. Si on pratique à travers l'os coxal une ouverture mettant en communication la cavité articulaire avec l'extérieur, aussitôt la tête tombe. Cela veut dire que la tête est en quelque sorte aspirée par l'acétabulum agrandi de son bourrelet acétabulaire. Les contraintes pondérales, les articulations coxo-fémorales transmettent au fémur le poids du corps,
en appui monopodal, l'articulation sollicitée subit des contraintes au moins égales à 4 fois le poids de la partie du corps située au-dessus des articulations. Dynamique articulaire, la tête du fémur et l'acétabulum peuvent se mouvoir l'une sur l'autre autour d'une infinité d'axes et produire 4 types de mouvements dont je vais les citer de façon assez brève et vous avez les détails dans les documents. La flexion-extension, le mouvement de flexion rapproche la face antérieure de la cuisse de la paroi abdominale antérieure, le mouvement d'extension et le mouvement inverse. Ces mouvements se font autour d'un axe transversal passant par le centre de la tête du fémur et le bord supérieur du grand trochanter. Mouvement d'abduction-adduction, le mouvement d'adduction rapproche la cuisse de la ligne médiane, le mouvement d'abduction dans l'écart. L'axe de ces mouvements est sagittal et passe par le centre de la tête du fémur. Rotation, les mouvements de rotation médiale et latérale s'exécutent autour d'un axe vertical passant par le centre de la tête du fémur. L'amplitude de ces mouvements atteint 80 degrés environ. Mouvement de circonduction, la circonduction résulte de la combinaison des mouvements précédents. La jambe décrit un cône dont le sommet est situé au centre de l'articulation coxofémorale. Enfin, 2 positions à retenir. La position de repos associe une légère flexion et une abduction, et la position de fonction associe une légère flexion, une abduction et une rotation latérale.